nous sommes heureux de recevoir le président de la République dans notre région. Et souvenez-vous, il y a 3 ans. Ok, c'est bon. Ne soyez pas timide. Je vous sens un peu timide. Non. Voilà. Vous voyez, hein? Elle cause avec moi. Causez. Vous voyez, la télévision montre l'âme. Si vous êtes trop timide, la télévision reflète ça. Donc, soyez détendus, oubliez les caméras. Hein. Prompteur? C'est bon? Mais ça ne sort pas devant moi. Voilà, ok. C'est bon, je vois. Non, non, non. Arranger quoi? Ça dépend de ce qu'ils vont me dire là-bas. Il est déjà... Voilà, non, il faut laisser comme ça. Ok, on démarre dans 1 minute, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ok. Bonjour à tous, vous êtes en direct sur RTI 1, merci de nous rejoindre. C'est l'effervescence à Katiola ce mercredi. Alassane Ouattara, le chef de l'État, est attendu dans la capitale de la région du Hambol, et ce, dans le contexte des visites d'État reprises en septembre dernier. Le président de la République entame donc ce mercredi une visite de 4 jours dans la région du Hambol. Alors, selon le programme officiel, le chef de l'État présidera ce jour un conseil des ministres avant de mettre le cap demain, jeudi, sur Niakaramadougou, l'un des 3 départements de la région du Hambol. Il y aura aussi des échanges avec les autorités locales, des journées bien remplies pour le président de la République et le gouvernement, et surtout pour les populations qui préparent l'accueil du chef de l'État et de sa délégation depuis des semaines. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de rester avec nous sur RTI 1 pour suivre en direct l'arrivée d'Alassane Ouattara à Katiola. La retransmission de cet événement, c'est sur RTI 1 qui a déployé son équipe dans la région. Alors, ils sont mes consultants sur ce plateau. Elle est professeure de sociologie, du développement et de management des projets à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Professeur Téné Diabaté, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci. Nous avons à nos côtés Neiboulman Touré, avocat à la Cour cadre de la région du Hambol. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, alors, merci. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau apporter vos éclairages sur la visite d'État dans la région du Hambol. Alors, Alassane Ouattara commence ce mercredi une visite de 4 jours dans la région du Hambol. Selon le programme officiel, le chef de l'État va tenir un conseil des ministres ce jour à Katiola. Alors, débuter les visites d'État par un conseil des ministres dans le chef-lieu de région, quel sens donnez-vous à ce procédé, professeur Téné Diabaté? Oui, quel sens? Mais un sens d'État. Vous avez bien dit une visite d'État. Et le Conseil des ministres donne l'opportunité aux populations de s'exprimer et d'avoir des réponses à certaines de leurs questions qu'elles se sont posées d'antan. Une visite d'État, mais aussi un Conseil des ministres. Mais le Conseil des ministres, c'est, je dirais, de l'engagement de l'exécutif
de prendre des décisions pour justement apporter des réponses aux interrogations de ces populations-là. Et je crois que arrimer le Conseil des ministres à la visite d'État n'est qu'une gloire pour la population de Katiora. Neboulban Touré, alors quel est le sens que vous pouvez donner à cette, cette action chaque fois de commencer les visites d'État par un Conseil des ministres dans la région? Oui, commencer une visite d'État par un Conseil des ministres dans la région, c'est d'emblée une manière pour le gouvernement d'affirmer son autorité sur la région visitée. C'est aussi, comme nous le savons, le but des visites, c'est d'accélérer le développement de nos régions. Donc il s'agit ici de faire une sorte d'état des lieux, de voir les actions de développement qui ont été déjà menées et de voir également ce qui reste à faire. Alors, justement, ce qui reste à faire, nous savons qu'avant toutes ces visites, il y a de nombreux chantiers qui sont en cours d'achèvement dans la région, notamment des travaux de construction et de réhabilitation d'édifices administratifs, des ouvrages d'extension du réseau électrique dans la région, dans les localités de Katiora, de Tafiré, de Niakara. Alors donc, à 3 semaines de la visite d'État, les ministres Sidiki Diakité et Ali Koulibaly étaient à Katiora pour faire le point de l'avancement des travaux. Alors, c'est ce que nous dit Kader Sogodogo dans cet élément. Atterrissage réussi pour le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, qui est accompagné du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, cadre du handball. Cette région va accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite d'État à compter du 27 jusqu'au 30 novembre 2019. Cette mission gouvernementale vise donc à voir de près l'état d'avancement des travaux liés à cette visite. Première étape, le lieu de l'atterrissage, le stade Ouattara Thomas Dakin, qui va abriter le meeting de clôture. Ici, on a 90% des travaux. Les tribunes, toutes les toitures ont été refaites. Les toilettes ont été aménagées. La cour a été carrément nettoyée et tout est neuf. Le site de l'atterrissage. Au niveau de l'aérodrome ici, on a autour de 60%. Parce que les travaux qui font office des grands travaux sont les travaux de terrassement. Le reste à tirer le bitume. La préfecture des régions est la salle qui va abriter le Conseil des ministres le 27 novembre. Le bureau du président de la République, le bitumage de certains axes, l'électrification, etc. Les choses semblent avancer. Dans tous les secteurs, électricité, eau, route, éducation nationale et autres infrastructures de développement, les travaux vont bon train. Et nous sommes en tout cas satisfaits du niveau d'avancement de ces travaux que nous avons constatés ici. La région tient là, à travers cette visite d'État, d'investissement pour booster son développement. Ce qu'on retiendra aussi dans les annales de l'histoire, ce sont les retombées, les infrastructures dans toute la région, que ce soit à Katiora même, à Dabakala ou encore à Niakara. Et on verra que ces visites d'État ne constituent pas uniquement des bains de foule, et qu'il y a des réalisations qui se font. Et là, au niveau où nous en sommes, nous pensons que tout sera fin prêt pour la date du 27 novembre 2019. Après la fête tournante de l'indépendance en 1979, Katiora et le reste du handball d'ailleurs auront attendu 40 années pour le grand toilettage. Bien voilà, nous venons de voir des travaux de grande envergure dans la région du handball. Alors, Neboulman Touré, vous avez suivi de près la transformation de certaines localités. Alors, comment était l'ambiance des préparatifs? Oui, il faut dire que dans le handball, c'est la ferveur aujourd'hui. Dans les villes, dans les villages, dans les ménages, dans les familles, partout, on ne parle que de cette visite. La fièvre est vraiment montée ces derniers jours. Et parce que, comme je le disais tantôt, nous avons longtemps entendu cette visite. Nous sommes parmi les derniers à être visités. Mais comme le disait Rabelais,
tout vient à point à qui sait attendre. Nous avons attendu et aujourd'hui, nous sommes comblés. Alors, ils sont les derniers. Vous n'êtes pas les derniers. Il y a encore une dernière visite. Alors, professeur Tené Diabaté, alors, quelle explication? Oui, l'explication, moi, j'aimerais bien situer nos échanges dans le contexte d'un ancien débat, c'est-à-dire une suite à donner à 40 ans de célébration de ville tournant de l'indépendance à Katioula, où la région, bien sûr, le chef-lieu c'était Katioula, qui avait reçu la célébration de cette fête d'indépendance en 1979, si ma mémoire est bonne, où on a vu la voie triomphale, on a vu un nouveau marché érigé, on a vu un terrain de sport, on a vu la résidence du président de la République, on a vu un habitat économique, social, destiné à la région. Je crois qu'il y a eu déjà des infrastructures. Il ne faut pas, je dirais, effacer ce qui a été fait d'antan. Il y a eu des choses, mais qu'est-ce qui a été fait pour pérenniser, ce qui a été fait? Je vais vous poser la question. C'est de cela qu'il s'agit. Après la visite du président Félix Houphouët-Boigny à Katioula, c'est la deuxième visite d'un chef d'État dans cette commune-là. Alors, que constatez-vous à Katioula, plus de 40 ans après la visite de Félix Houphouët-Boigny? Oui, maître. Oui, ce que nous constatons, c'est que lors de cette visite d'État, lors de la célébration de l'indépendance à Katioula, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées. Malheureusement, ces infrastructures n'ont pas été entretenues. Il n'y a pas eu de suivi et l'état de délabrement de ces infrastructures jusqu'à ce jour était avancé. Nous avons noté quelques actions timides de réhabilitation, des actions ça et là, mais aujourd'hui, Dieu merci, tout est en train de renaître. Tel un phénix, Katioula est en train de renaître de ses cendres. Katioula est en train de renaître de ses cendres, mais en même temps, ce déficit de pérennisation des acquis, à quoi cela est dû? Oui, je crois qu'il faut revenir sur le management de nos régions. C'est-à-dire, nous avons toute une superstructure qui entretient le plan et le développement. Il y a aussi des possibilités pour ces populations d'avoir leur livre blanc et de faire un suivi. Le livre blanc, c'est en quelque sorte le miroir de la région, le miroir de la ville, etc., etc. Ce sont des choses qui se font. Il y a même des mutuelles de développement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une synergie entre l'État et les populations. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est maître, c'est nous tous. Et ce qui est construit doit être entretenu, doit être fait de telle sorte qu'on s'y approprie, afin que chaque fois quand il va y avoir de nouvelles infrastructures, qu'il y ait un plus qu'on donne aux anciennes qui sont créées. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut faire en sorte aujourd'hui que les populations soient les véritables acteurs du développement durable d'un pays. D'accord. Donc, s'il n'y a pas une synergie d'action entre les populations et l'État ou les cadres de la région, alors ce sera vraiment difficile encore de pérenniser les acquis de cette visite-là, de cette présente visite. Alors, Neboulman Touré, est-ce un manque d'organisation de la part des cadres de la région, ce déficit de pérennisation? Est-ce que c'est parce que les cadres de la région ne sont pas organisés pour permettre à ces édifices-là aujourd'hui, même aux routes qu'on construit aujourd'hui, pour que cela soit entretenu? Oui. Vous avez été président d'une mutuelle. Tout à fait. Tout à fait. Oui, ce n'est pas seulement ou forcément la faute aux cadres. C'est la faute à nous tous. La faute à l'État, la faute aux cadres, c'est la faute aux populations. Et comme l'a dit le professeur, il doit y avoir une synergie d'action entre les populations et l'État. Nous avons eu tort, trop tôt, de penser que l'État pouvait tout faire pour nous. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez rappelé que j'ai été président de mutuelle. Permettez-moi de partager ma petite expérience rapidement pour dire que lorsque j'étais président de la mutuelle de développement de Badioka, mon bureau et moi avons fait comprendre à la population que personne
personne ne viendra développer notre village à notre place. Et nous les avons organisés et avec nos maigres moyens, sur fonds propres, nous avons pu réaliser des infrastructures, à savoir un château d'eau, un petit château d'eau que les techniciens appellent le système HVA. Nous avons construit des logements d'insisteurs, 4 logements d'insisteurs, sur fonds propres toujours. Et présentement, nous sommes en train de construire une maternelle, toujours sur fonds propres, sans apports extérieurs, je vous le dis. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ce sont ces genres d'actions-là qu'il faut multiplier. Voilà, ça c'est dans une petite localité que vous avez eu à mener ces activités-là. Donc, il faut peut-être, je vais dire, élargir cela pour couvrir toute la région, professeur. Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Zané. Voyez-vous, la région du Yambol représente en quelque sorte le creuset de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Voilà des peuples qui se sont rencontrés. Dans la région, il y a les Mangoro, il y a les Djimini Yamala, il y a les Tawana, il y a les Tawana de Frona, les Tawana de Nyakaramandougou, de la Côte d'Aka. Donc, c'est vraiment... Et ces populations ont pour peuple allié d'autres peuples, tels que les Gouro, tels que les Yakuba, tels que les Koyara. Vraiment, c'est un peuple qui a une multitude d'alliés. Et dire que cette synergie d'action autour de la cause commune n'existe pas, il faut que cela existe. Il faut que, parce que la cohésion sociale, c'est cela aussi, c'est le fruit de la diversité culturelle. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez, tout à l'heure, je suivis avec vous un film sur les femmes Mangoro, sur la poterie, certainement, nous en parlerons. Oui, nous allons en parler. Vous voyez, il y a des actions, il y a des actions tout de même qui sont entreprises dans cette région. Et il y a de grands hommes d'État à l'époque qui ont fait figure dans ces régions. Quand je veux parler du général Thomas Daquin, qui a été un des premiers à adresser les rues dans une commune. Oui. C'est cela. C'est ce passé qui doit nourrir le présent. Et c'est pour cela que nous parlons justement de synergie. Il faut que tous ensemble, aussi bien l'État, aussi bien que le privé, aussi bien que les populations elles-mêmes, fassent de la citoyenneté une citoyenneté active. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je refais à quelque niveau que ce soit? Parce que nous devons tous apporter quelque chose à la construction de notre pays à travers nos différentes régions, bien entendu. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, sur place dans la région, les hôteliers, les restaurateurs sont à pied d'œuvre pour donner fière allure à leurs entreprises. L'hôtellerie est entre réfection et reconstruction aujourd'hui pour faciliter l'hébergement. Alors, notre confrère de RTI Boaké, Soro Corona, nous en dit plus dans cet élément. Hôtel Ambol de Katioula, le plus grand réceptif hôtelier de la région du Ambol en plein travaux de réhabilitation. Nous sommes en train de rafraîchir tout l'hôtel, en l'occurrence les travaux de peinture, les travaux aussi d'entretien. Et tout ceci pour vous dire que nous serons prêts pour l'événement majeur qui est la visite d'État. À quelques mètres de cet hôtel, d'intenses travaux dans un autre hôtel de la commune, déjà réservé pour la visite d'État. Les travaux sont à 90% déjà réalisés, mais jusqu'au jour J, nous serons prêts. Nous avons 13 chambres au total, on a une petite capacité, mais on a d'autres collègues qui se sont apprêtés dans ce sens. À 10 km de Katioula, les hôteliers de Frona sont également à la tâche pour donner une fière allure à leurs locaux. Il y a certaines chambres qui n'ont pas encore été faites. Alors, donc nous avons prévu de réhabiliter ça et puis de refaire un peu certaines peintures. La visite du président ici, en tout cas, c'est une très très bonne affaire pour nous. Les hôteliers ne sont pas les seuls à vouloir réserver un accueil chaleureux aux nombreuses populations qui effectueront le déplacement dans le Ambol pour la visite d'État. Les restaurateurs sont aussi à pied d'œuvre pour des services de qualité. On a fait quelques stocks des sacs de riz, des bidons d'huile, des poissons. On a même pris un congélateur
pour la conservation des viandes de brousse. Et nous sommes aussi à la recherche du personnel parce que ce n'est pas facile. Donc il faut vraiment des gens pour nous aider dans les tâches. Le ciment va nous servir à faire des toilettes du restaurant pour que les clients se mettent à l'aise. À côté de tous ces aménagements particuliers, cette visite d'État sera l'occasion pour les restaurateurs de présenter le riche art culinaire tagbana. On va leur montrer les plats de chez nous. Actuellement, il y a l'igname, le bon foutou qu'on fait ici. Maintenant, actuellement aussi, c'est la période du riz local. Le riz local avec la sauce pistache. Et puis, la plupart du temps, on fait qu'on appelle les pintades, la viande de pintade ici. Et puis, il y a aussi la viande de brousse. Souvent, les porcs épis, agoutis, lapins, perdrix, surtout. Voilà. Il y a aussi, on fait aussi la soupe. Les gens aiment aussi notre soupe, la soupe des capes. Voilà, avec du gnagna. Les vendeurs de poulets aux alentours des maquis multiplient les commandes pour faire de bonnes affaires à l'occasion de cette visite. Ils vont manger un bon poulet, Inch'Allah, grâce à Dieu. Ouais, il y a beaucoup de poulets, on a réservé pour eux même. Il y en a même. Ça ne finit jamais. Ouais, s'ils viennent, ils vont gagner maïs est là pour eux seulement. Les réceptifs hôteliers de la région du Hambol ont une capacité d'accueil de 429 chambres. Toutes choses qui posent déjà des difficultés pour l'hébergement des nombreux visiteurs. Pour l'heure, tout le monde s'active pour faire de cette visite d'État une grande fête populaire. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur RTI1. Alassane Ouattara, le chef de l'État, sera dans quelques instants à Katiola dans le cadre de la visite d'État qui entame ce mercredi 27 novembre dans la région du Hambol. Donc restez donc avec nous, mesdames et messieurs. Alors, nous avons vu des populations travailler pour répondre aux attentes du comité d'organisation en matière de logement, dans cet élément, la restauration et tout cela. À Katiola, tout est prêt pour que les populations communient avec le président. Reste le pari de la mobilisation. Est-ce que ce pari-là sera atteint, Maître Neboulman? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce pari sera forcément atteint. Pour une visite qu'on a longtemps attendue, on ne peut que réussir le pari de la mobilisation. Aujourd'hui, les villages, les communes, même en ville, tous les ressortissants sont mobilisés. Les populations convergent présentement vers la région du Hambol. Nous sommes peut-être quelques rares à être restés à Abidjan. Voilà. Vous êtes restés pour la bonne cause. Tout à fait. Alors, pour professeur Tene Diabaté, vous étiez avec moi dans le cadre de la visite d'État dans le Hounzi. Alors, quelle étude comparative on peut faire? Est-ce que le pari de la mobilisation, c'est vrai, ce sont des supputations qu'on fait, hein? Est-ce que ce pari-là sera atteint par les populations? Par les maîtres, je pense qu'il y va même de l'euphorie qui est créée autour des nouvelles infrastructures qui seront réalisées dans la région. Et cette mobilisation en vaut le coup, mais lorsque je lis les statistiques, il y a le taux de masculinité très faible. Il y a en moyenne 101 hommes pour 100 femmes, donc la population est en place. En principe, la mobilisation ne doit pas poser de problème. Si je regarde fortement les chiffres, je me rends simplement compte que c'est à Poefele où il y a 98 hommes pour 100 femmes. À Niedjeka, il y a 97 hommes pour 100 femmes. Donc, je veux dire que le taux de masculinité est faible. Je veux dire que les populations sont en place et il s'agira pour vous, les cadres, de faire mouvement vers Katiola pour vraiment forcer cette mobilisation, sinon la population est en place. Alors, puisque vous en parlez, pourquoi cette faible densité de la part des hommes? Vous avez dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la région. Parlons un peu de sociologie. Je veux dire qu'il y a une moyenne de 100%. Je veux dire le taux de polygamie n'est pas aussi fort dans la région, sauf dans quelques villages. Et ça, cela dénote aussi de l'importance des chiffres du christianisme qui est quand même sur la région, 38% quand même, 44% en ville de la population est d'obédience chrétienne. Je crois que cela explique cette situation aussi. Alors, cela dit, des transporteurs du Hambol comptent réserver un accueil chaleureux au président de la République. C'est ce que nous dit Kwadio Kwame dans cet élément. Mairie de Katiola,
point de convergence des transporteurs de la région du Yambol. La rencontre se situe dans le cadre de la visite d'État du président de la République. Devant les acteurs du transport de la région, Diaby Ibrahim, le directeur général du Haut Conseil du patronat du transport terrestre, a dit toute la reconnaissance et la gratitude des transporteurs au président Alassane Ouattara pour un environnement favorable à l'exercice de leur activité, avant de les appeler à la mobilisation. C'est qu'aujourd'hui, dans toute la région du Yambol, comme dans tout le pays, le transporteur a besoin de 3 ou 4 choses. La première chose, ce sont les infrastructures routières. La deuxième, c'est l'environnement dans lequel nous travaillons. La troisième, c'est la fluidité routière. La quatrième, c'est la qualité du matériel que nous utilisons. Mais aujourd'hui, tous ces 4 points-là, le clignotant est ouvert. Comme ce sont les acteurs du transport qui constituent aujourd'hui le baromètre donc, de tout ce qu'on peut mesurer en termes de flux des populations, nous sommes donc là aujourd'hui, le Yambol dans tout son ensemble, pour dire que nous attendons le président de la République et que nous serons mobilisés. Le préfet de Katiola exhorte les populations de la région à relever le défi de la mobilisation. Je lance un appel à chacune, à chacun, à tous, de nous mobiliser comme un seul homme pendant la durée du séjour du président de la République dans le Yambol, afin qu'au soir du 30, le président de la République puisse dire que le Yambol a été le premier en matière de mobilisation. Une parade des transporteurs à travers les grandes artères de Katiola a mis fin à la rencontre. Alors cette parade des transporteurs, voilà, on sent effectivement dans la région que l'effervescence est là, tout le monde attend que le président de la République arrive. Alors donc, mais le Yambol, on va faire un peu d'histoire. C'est toute une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'est déroulée dans cette région avec le passage de Samori Touré à Niangbo. Alors, professeur Ténène Diabaté, on va se baser sur vous. Alors, que s'est-il réellement passé? Un peu de mots. Un peu de mots. Bon, un peu de mots, oui. On va vraiment concentrer un peu de mots. Il faut déjà dire que déjà au XVIe siècle, Niangbo existait. Hein? Niangbo existait au XVIe siècle et Niangbo a été créé par Koné Niali, d'origine Kong, originaire de Kong. Et il faut dire que la région de Niangbo, où se trouve d'ailleurs un Nisselberg de près de 750 mètres d'altitude, le mont Niangbo, où se trouve un nouveau faisceau hertzien, il faut dire que c'était un carrefour commercial important à l'époque. Qui se trouvait aux configurations des différents villages de la région. Et à Niangbo se rencontraient des colporteurs Mandé Djoula, qu'on appelle les colporteurs. Il y avait du commerce de la cola qui venait de la région des forêts. Il y avait du commerce du sel qui venait de la région du Sahel. Bref, il y avait cette zone Niangbo qui était en parfaite, je dirais, transaction, sinon relation avec la région de Kong. Nous savons que l'empire Mandé Djoula de Kong a été créé par Sékou Ouattara du Kong. Et c'est vous dire que Kong se trouve vraiment aux alentours de Dabakala, de Niangbo, de Katiola. Ce n'est pas loin de là. Ce n'est vraiment pas loin de là et c'est pour cela que lorsque le colonisateur, enfin le colon français est arrivé, pendant longtemps Niangbo a servi de cercle. Le cercle oui. Tagbana, enfin je veux dire de chef-lieu du cercle Tagbana. Et Niangbo pendant longtemps est resté. Et l'histoire nous dit d'ailleurs que pendant près de 3 siècles, Niangbo était une ville prospère. À rattacher cela à la descente de l'Almami Samori Touré de l'empire de Wassoulou, cela va de soi parce que c'était une ville prospère et la colonne armée de l'Almami Samori Touré descendait vers Niangbo parce que l'histoire nous dit aussi que c'est à Niangbo que le chef de guerre, l'Almami Samori Touré, avait une cache d'armes à Niangbo, autour du mont Niangbo.
Ça aussi, l'histoire nous le dit. Donc, vous voyez l'importance de la ville de Niango. Et la descente de la colonne dirigée par l'Almami Samori Touré se fait à partir de Niango pour arriver vers Dabakala. Mais comment Samori Touré n'a pas pu peut-être islamiser la région, puisque c'était dans cette optique-là qu'il faisait ses conquêtes? Oui, tout à fait. Mais si, tout à fait. Certes, il y avait des Sénoufos, des Tabana, mais il y avait aussi des populations d'obédience musulmane. Et quand ils descendaient, à chaque fois que l'Almami descendait, ils islamisaient certaines communautés. L'histoire nous dit d'ailleurs, quand il a traversé le Vébaoulé, qu'il a trouvé que les femmes et les hommes étaient coiffés à la garçonnière, et il s'est dit, bon, pourquoi faire la guerre à des personnes, on ne sait pas qui est homme, qui est femme. Bref, l'histoire nous le dit. Donc c'est pour cela que cette région a été épargnée. Mais toujours est-il que ces zones ont été pour la plupart islamisées. Vous voyez, par exemple, les Mangoro, dans leur plus grande la majorité, sont d'obédience musulmane. Niango aussi, il y a aussi bien de musulmans que des gens d'obédience chrétienne. Il faut dire aussi que l'animisme existe aussi dans la région. Ça, ce sont des éléments qu'il faut retenir. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le pays Djimini a été un des peuples exilé de son terroir vers le sud Komoé. Ça, on ne le dit pas souvent. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant 3 mois, l'Almami Samori Touré a créé son quartier général à Dabakala. Et bien avant qu'il n'arrive dans la région, les colons français avaient réussi à évacuer le peuple Djimini vers le sud Komoé. Et c'est pour cela que quand vous allez vers le sud Komoé, vous avez des zones comme Djimini Kofikro, carrément. Vous avez des régions où il y a des Djimini. Vous avez Toumanguié. Pour vous, vous êtes dans votre élément, effectivement. On fait beaucoup d'histoires. On voyage avec vous. Alors, est-ce que vous avez quelques explications à apporter par rapport au passage de Samori Touré? Vous êtes de la région. Vos parents, peut-être, vous ont expliqué un peu comment ça s'est passé dans le temps? Oui. Effectivement, je suis de la zone. Je suis d'un village, pour parler comme les géomètres, diamétralement opposé au village Niangbo. C'est le mont Niangbo qui nous sépare du village de Niangbo. Voilà. Et nos anciens nous expliquent que dans cette zone, l'Almami Samori Touré a buté sur une résistance de nos populations. Et ces populations avaient pour repère le mont Niangbo. Le mont Niangbo, et c'est une zone qu'ils maîtrisent. Ils avaient des techniques, toutes les techniques d'alpinisme possibles. Ils faisaient l'ascension rapide et facile du mont Niangbo, contrairement au Sofa de Samori Touré qui ne s'y connaissait pas. Voilà. Et lorsque nos parents grimpaient la montagne, ils arrivaient à repousser des pierres, de grosses pierres, en direction des colonnes de Samori. Et ces pierres-là parvenaient à disperser les troupes de Samori, à massacrer même certains Sofas. Voilà, en sorte que Samori n'a pas pu véritablement conquérir cette zone. Et tenez-vous bien, jusqu'à ce jour, nos anciens nous disent que sur la montagne, il existe une grotte à fusil. Oui. Une grotte à fusil. Une grotte à fusil. Oui, c'était en quelque sorte la poudrière de nos parents. De vos parents. Nos ancêtres. Voilà. Et les grands chasseurs, aujourd'hui, peuvent vous y conduire. Ils connaissent bien cette grotte. Et il se dit que lorsqu'on y entre, on ne peut rien prendre. Lorsqu'on s'hasarde à prendre des fusils, on ne retrouve plus la sortie. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. C'est vrai? Oui. Vous avez vérifié? Comme je l'ai dit, nos chasseurs connaissent bien la grotte. Et l'histoire, je parle sous le contrôle du professeur, cette grotte existe bel et bien. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, comme vous l'avez aussi nous dit que c'était une grotte
qui était une poudrière pour l'Almami Samori Touré. C'était aussi une zone stratégique pour en être une poudrière. Donc ça rejoint. Ça rejoint, voilà ce qu'il dit. Effectivement. Alors, les Tagbanans et les Mangoro, comme vous l'avez si bien dit, les Jimini sont les peuples autochtones du Hambol. Alors, selon l'histoire, les Tagbanans constituent le peuple qui a le plus d'alliés en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez abordé le sujet. Alors, comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, je crois que la centralité géographique peut aussi l'expliquer. Parce que quand vous prenez la région du Hambol, vous aviez une région entourée, n'est-ce pas, des Baoulés beaucoup plus au sud, au nord les Sénoufos, à l'est vous aviez les Mandés du lac de Kong, vous avez les Djimini Djamala, je veux dire à l'ouest vous aviez le Bandaman, les Gouro, vous aviez d'une manière générale les Mandés du sud et les Mandés du nord. Et les principaux alliés des Tagbanas se trouvent dans ces Mandés, ces deux types de Mandés. Voilà. Mandés du sud, où vous avez les Yakuba et les Gouro, et Mandés du nord, où vous aviez des alliés paisibles, les Mangoro, les Djimini, les Djamala, d'une manière générale. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et puis dire aussi que cette cohabitation est une cohabitation bien pensée et paisible, pacifique. Parce que nous avons aussi des peuples pacifiques en Côte d'Ivoire, il faut le savoir. Lorsque nous prenons, pour parler vraiment de l'ethnologie en elle-même, quand vous prenez les deux peuples, Tagbana et Mangoro, c'est deux peuples qui ne se font jamais d'histoire. Oui. Lorsqu'il y a une histoire chez un Tagbana, vous alliez me corroborer ce que j'ai dit, et une autre histoire chez un Mangoro, lorsque le Mangoro arrive devant, je sais pas, la case ou la concession du Tagbana pour lui dire laisse tomber, mais le Tagbana il laisse tomber. Et il en est de même pour le Tagbana qui rejoint le Mangoro pour dire je sais que tu es fâché, laisse tomber, parce qu'initialement, de façon ancestrale, ils ont eu des conflits matrimoniaux et ils se sont dit plus jamais ça. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas mariage entre un Mangoro et un Tagbana. Ah, voilà. Justement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut bien régler les palabres pour ne plus que ces palabres-là se répètent. Et nous avons ces exemples-là en Côte d'Ivoire. On va y revenir. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Alors, vous êtes en direct sur RTI1, mesdames et messieurs. Alassane Ouattara, le chef de l'État, sera dans quelques instants à Katiola dans le cadre de la visite d'État qu'il entame ce mercredi 27 novembre dans la région du Hambol. Alors, donc, restez avec nous. Et Alassane Ouattara, comme je viens de le dire, va arriver d'un moment à l'autre à Katiola. Donc, la RTI est également sur place à Katiola. Et pour vous relater l'événement, nous sommes toujours en liaison avec Alvor Assa et d'un moment à l'autre, nous devons passer l'antenne à Katiola. Alors, on continue. Alors, nous voyons sur nos antennes, voilà, qu'il y a un hélicoptère qui est arrivé. Ce n'est pas le président. Nous voyons toujours cet hélicoptère. Voilà. Peut-être que c'est le président qui vient donc d'atterrir à Katiola. Nous allons regarder cela ensemble. Alors, donc, pour continuer, donc, un peuple paisible, ou des peuples paisibles, Tangbana, Mangoro, Djimini et tout cela, ils font alliance avec les Gouro, les Yakuba, les Guéré, les Wobe et tout, et tout ce beau monde. Les Koyaga. Et tout cela. Alors, dites-nous, c'est parce que le peuple est paisible, c'est cela? Ou bien c'est parce que c'est un peuple qui se laisse faire? Pas du tout. Bon, c'est plutôt un peuple pacifique, un peuple sans histoire, un peuple qui aime son prochain. Voilà. Mais un peuple sans histoire qui a quand même opposé à Samori Touré une résistance farouche, comme vous l'avez si bien dit à l'instant. Alors comment cela se fait-il? Comment expliquer cette ambivalence? Oui, nous sommes un peuple sans histoire. Nous avons opposé une résistance à Samori parce que nous n'avons pas, nos ancêtres n'ont pas apprécié la manière de Samori d'aborder cette région. Il est venu avec la force. Voilà. Il est venu avec la force, il est venu avec la force
Vous savez, c'est un peu de l'ethnocentrisme. Selon qu'on se trouve du côté de Samoro, selon qu'on se trouve du côté de ceux qui des Guimini, des Guimini, parce que l'Almami Samori Touré pensait justement, puisque vous savez, la Côte d'Ivoire était colonie depuis 1893. Et l'empire du Ouassolo existait de 1878 à 1898. Donc, pour ce chef de guerre... Pardonnez-moi de vous interrompre. Alors, vous êtes en direct sur RTI1, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Alassane Ouattara, le chef de l'État, est dans quelques instants à Katiola. Sinon, il y a déjà pour une visite d'État de 4 jours. La RTI est également sur place à Katiola. Alors, nous avons l'information que Alvaro Assa est prêt pour prendre l'antenne. Alors, si vous êtes prêts, vous avez l'antenne. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres analyses. Madame. Tu peux? Donc c'est premier mot, bien sûr. Ahmed, c'est bon, Ahmed à mon micro. C'est bon? Ahmed, c'est bon. Pardonnez, reculez un peu, reculez un peu. Légèrement. Reculez un peu. C'est pas nous, mais c'est que c'est pratiquement tout le monde qui est là, par exemple, du cabinet du chef de l'État. Donc, d'arriver à Katiola, il vient d'atterrir, le chef de l'État est donc à Katiola. Alors, c'est vraiment une grande joie. Monsieur Nelboulman Touré, vous êtes sur le plateau ici, c'est vrai que vous n'êtes pas là-bas. Qu'est-ce que vous ressentez? Oh oui, c'est l'émotion, vraiment l'émotion. Et aujourd'hui, c'est effectif, vous êtes là, vos premiers mots. Oui, mais je suis heureux d'être dans le handball. Et le cas. Pas très loin d'ici. Et aussi de les écouter, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Il a connu beaucoup de retard, cela puisse être rattrapé. Les populations du handball savent qu'elles peuvent compter sur moi. Mon attachement à cette région, elles connaissent aussi la capacité du gouvernement à faire ce qu'elle promet. Et donc je suis là pour quelques jours et nous allons tenir tout à l'heure un conseil des ministres et vous verrez un peu les résultats de ce que nous avons fait et de ce que nous comptons faire dans les prochaines années. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, le Président de la République est bel et bien dans le handball. Il vient juste d'atterrir ici à l'héliport. Nous sommes naturellement donc en direct de Katiola. Et mon consultant du jour, très rapidement, est le professeur Touré. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, Monsieur Alvaro. Voilà, alors le président de la République, Alassane Ouattara, est dans votre localité. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Une belle joie, une grande joie, parce que depuis 2015, nous, les populations de Katiola, de Dabakala et de Niakara sont en attente du président de la République. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de recevoir notre papa, notre président, à qui on dit Bakloma. Batanla. Bakloma. Baklana, Fotamanan, pour dire aussi Akwaba, pour dire que le président de la République, Alassane Ouattara, est bel et bien dans le handball, comme il a annoncé. Il est heureux d'être ici dans le handball. Et tout à l'heure, il y aura un conseil des ministres, le conseil des ministres qu'il va lui-même présider. À partir de ce conseil des ministres, nous allons avoir les résultats des travaux qui ont eu lieu ici à Katiola, dans la région du handball. Alors, première étape de cette visite d'État du président de la République dans la
région du Hambol, ce sera Niakara-Madougou. Après Niakara-Madougou, ce sera Dabakala. Et après Dabakala, ce sera l'apothéose, ce sera bien sûr à Katiola, ici même. Et pour ce sera où? Oui, ça sera au stade Thomas Daquin, le général Thomas Daquin de Katiola, où aura lieu ce grand meeting. Le meeting où certainement le président va faire, on ne sait pas ce qu'il va nous faire comme miracle, mais les populations de Katiola ont confiance que le président est là pour régler les problèmes qui nous portent au cœur. Dans tous les cas, on l'a vu ici à Katiola. Katiola a véritablement changé. Alors le bitume un peu partout, les bâtiments ont été rénovés, les bâtiments qui existent, les maisons qui existent depuis l'indépendance lors du passage du premier président ici, le président Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, Katiola a fait peau neuve, c'est le cas de Niakara, c'est également le cas de Dabakala. Et là, le président est en train de partir. Il a juste échangé avec quelques autorités qui ont effectué le déplacement ici à l'héliport. Et il y va très rapidement pour le conseil des ministres. Alors au niveau de la cohésion sociale ici à Dabakala, est-ce qu'on peut dire que vous vivez en parfaite harmonie? On vit en parfaite harmonie. Tout à l'heure, le président lui-même il a dit qu'il est chez lui. Il est proche des populations de Kong. Katiola est proche des populations de Kong. Donc, il est venu chez lui. Et Katiola, effectivement, détient une méthode de cohésion sociale. C'est plusieurs peuples qui habitent, qui cohabitent, aussi bien les autochtones, les allochtones, tout comme aussi tous ceux qui sont des visites, ils sont toujours bien accueillis à Katiola. Bienvenue ici à la terre d'accueil. On a les Tagbanans et les Mangoro. Tout à fait, on a les Tagbanans, les Mangoro, les Malinké, les communautés de la CEDEAO, la communauté nationale d'abord, et puis la communauté de la CEDEAO. Bref, toute l'Afrique est à Katiola. Représenté, creuser, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler comme la cohésion sociale à travers les alliances à plaisanterie. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, le président de la République Alassane Ouattara est bel et bien dans le Hambol avec pour capitale Katiola. Première étape de sa visite d'État, ce sera Niakara-Madougou. Après Niakara, ce sera Dabakala. Et puis après Dabakala, l'apothéose sera ici à Katiola. Et ce sera samedi. Voilà, 30 novembre. Samedi 30 novembre, vous aurez l'occasion de me retrouver également le professeur Touré Irafiala pour ce qui est des consultants. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons rendre l'antenne à Abidjan. Merci de nous suivre et rendez-vous demain à Niakara. De retour sur le plateau à Abidjan, mesdames et messieurs, vous êtes en direct toujours sur RTI1. Merci de nous suivre. Alassane Ouattara, le chef de l'État, vient d'atterrir à Katiola pour une visite d'État de 4 jours. Alors justement, on va parler toujours de la région du Hambol. Donc Katiola est la capitale. Parlons des activités économiques exercées dans cette région. Alors on sait très bien que la région du Hambol connaît un développement ces dernières années avec le développement de la noix de cajou, avec une production de 950 000 tonnes en 2018. La région du Hambol est aujourd'hui la deuxième zone de production après la région du Béré. Alors, est-ce que vous avez, je vais dire, des explications à donner par rapport au développement de cette production-là dans la région? Oui, vous avez dit que nous sommes de la région du Hambol et deuxième productrice de la noix de cajou après la région du Béré. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on compare les deux zones, on se rend compte que la région du Béré, le sol de la région du Béré est plus riche que le nôtre. Tout comme le sol du Zanzan, c'est un peu plus riche que le nôtre. Moi, dans le cadre professionnel, j'ai fait toutes ces régions et j'ai toujours remarqué que c'est des zones qui sont plus riches. Voilà. Et nous, au niveau du Hambol, nous n'avons pas été gâtés par la nature, mais on compense cela avec notre bravoure, notre courage. Et si on avait le même sol que ces régions,
je vous assure que nous serions les premiers producteurs. Les premiers aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Et vraiment, grâce à cette culture, aujourd'hui, le handball est en train de connaître son essor. Voilà, partout dans les villages, ce sont des maisons en dur. Les saisons pluvieuses ne sont plus un souci pour nos parents. Dans toutes les cours, il y a des maisons en dur. Et on voit aussi les moyens de locomotion partout, des motos, des tricycles, des voitures même dans les villages, ce qui n'était pas possible il y a quelques années de cela. D'accord. Voilà. Professeur, vous avez quelque chose à ajouter, un commentaire à faire? Quelque chose à ajouter, un commentaire à faire, oui. Moi, je fais toujours l'état des lieux. Quand on fait l'état des lieux, on se rend compte aussi qu'en son temps, il y a eu un complexe sucrier, Katiola Marabayasa, qui avait vu le jour dans la région. Bien que ces complexes n'aient pas pu donner un autre sursaut économique à la ville. Il faut tenir compte aussi de cette ville qu'est Katiola, une ville ferroviaire, qui a connu aussi son élan à l'époque quand il y avait les rails. Et dire aussi qu'en son temps qu'il y avait, je dirais, des plantations d'avocats. Il y avait des avocatiers qui devaient servir à la pharmacopée, je dirais au corporel, pour faire des produits de beauté corporelle à base d'avocats. Donc je vais dire que c'est une région qui a connu en son temps un certain essor. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas tout de suite effacer ce qui était la région de Katiola à l'époque, parce que Katiola c'était quand même 55 km entre Boaké et Katiola. C'était l'ADRAO, c'était l'Institut africain de développement de la culture du riz, qui était à quelques kilomètres seulement de Katiola, qui avait une certaine envergure économique sur toute la région. Ça, c'est vraiment quand on plante le décor. Mais aujourd'hui, effectivement, avec la culture de cajou, il faut le dire, qu'il y a un essor économique, mais qui ne suffit pas. Il faut penser à créer des unités de transformation économique, des usines qui puissent, je dirais, fixer les jeunes dans leur région. Parce que, à la faveur d'une étude que j'avais réalisée, on se rend compte que lorsque les cajous arrivent à mature, il y a un exode féminin des grandes villes vers la région de Katiola. Ça, c'est pas fait non plus pour pouvoir mobiliser et développer la région. J'ai développé la région et même développer une certaine épargne en milieu rural. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Alors, selon donc vos études, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux jeunes de tous âges de rester vraiment dans la région pour pouvoir développer? Tout à fait. Il faut une industrialisation, comme on l'a dit. Il faut des transformations économiques, c'est vrai, il faut produire, mais il faut produire, il faut transformer sur place. Il faut faire en sorte que nous ayons la possibilité d'occuper sainement ces jeunes autour d'un travail salarié, pourquoi pas, et puis autour de fermes collectives, enfin de fermes collectives, de plantations collectives, pour pouvoir permettre aux jeunes d'être aussi un jour propriétaires de ces cajous. N'oublions pas que la noix de l'arbre cajou est une économie pérenne. Donc lorsque ça mobilise la terre, la femme et les jeunes sont un peu mis à l'écart. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire comme politique pour pouvoir mobiliser les jeunes et surtout penser à faire en sorte que les femmes soient aussi des propriétaires terriens dans la région. Voilà. Que seulement de la main-d'œuvre. D'accord. Alors, oui, professeur Nebelma, vous avez quelque chose à dire? Oui, bien sûr. Je voulais ajouter que nous sommes aussi confrontés dans la zone à un problème de stabilité des prix de la noix de cajou. Voilà. Le gouvernement doit vraiment songer à stabiliser les prix, voilà, et veiller à l'application des prix sur le terrain. Voilà. Pour ce qui concerne les populations, il faut bien qu'elles s'organisent en coopérative.
coopératives. Certains villages l'ont déjà réussi. À Niendjeka, par exemple, ils sont organisés en coopérative et c'est une coopérative très puissante. Voilà. Et il faut que partout ailleurs, dans la zone, nos populations s'organisent en coopérative. Et il faut aussi respecter les normes, de la pratique de cette culture. Voilà. Bien, il y a des normes à suivre. Alors, nous allons faire donc un focus dans cet élément que nous propose Soro Corona de RTI Boaké sur la production de la noix de cajou dans la région du Hambol. La région du Hambol est la deuxième région productrice de la noix de cajou derrière le Béré. En 2017, la région a produit 81 000 tonnes et 95 000 tonnes en 2018. La NACAD est aujourd'hui la principale source de revenus de nombreuses populations. La NACAD nous a donné beaucoup d'argent. Beaucoup ici au village, en tout cas, ils ont pris cet argent pour construire des maisons, les grosses motos. En tout cas, ça nous a fait du bien. En tout cas, la NACAD est venue sauver la population du Nord. Ouattara Alphonse, producteur d'anacad à Kationo, village du département de Katiola. Il attend sa production de cette année pour construire sa maison. Les briques là, c'est pour la construction. Comme l'année passée, ça n'a pas marché, mais j'espère que cette année, avec l'anacad, ça va marcher. C'est pour faire la construction, voilà, pour la famille. Dans les villages de la sous-préfecture de Timbé, les maisons construites ces 8 dernières années ont été possibles avec l'argent obtenu par la vente de l'anacad. L'anacad, qui est une culture de rente, elle a eu véritablement une incidence sur le développement des populations. Parce que c'est l'une des rares cultures que les populations ont. Quand elles vendent cette anacad, ça permet à d'autres d'avoir une vie un peu plus nette et de scolariser leurs enfants, de permettre aussi de s'acheter des motos. Cette deuxième place nationale de production de l'anacad, la région du Hambol veut la conserver à travers la création de nouveaux champs. Nous sommes chaque année confrontés à de nouveaux producteurs, à de nouvelles parcelles. Donc on a des champs qui évoluent. Le problème de terre, vous voyez, parfois même le problème de terre se fait sentir parce que tout le monde aujourd'hui veut investir dans l'anacad. Introduit en Côte d'Ivoire dans les années 1970 pour lutter contre la déforestation et ralentir l'avancée du désert, l'anacad est aujourd'hui un produit d'exportation. La région du Hambol attend la construction des unités de transformation, des unités qui viendront réduire le taux de chômage des jeunes de la région. L'anacad fait vivre près de 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Alors, l'anacad fait vivre plus de 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire et donc la région du Hambol, qui est une grande productrice de cette noix de cajou-là, attend aussi qu'il y ait des unités de transformation pour aider vraiment les jeunes à sortir du chômage. Professeur Tene Diabaté. Tout à fait, c'est ce que je l'ai dit. Oui, tout à fait. Il faut penser à cette transformation économique et surtout bâtir une croissance inclusive pour la région. Inclusive qui fait appel aussi bien des jeunes, des femmes que des hommes. Parce qu'il ne faut pas voir seulement l'économie du cajou qui soit prospère dans la région, mais il faut aussi voir la part de production des hommes et des femmes. Quand on pense qu'en Côte d'Ivoire, quand même, il y a certes 51% d'hommes et 49% de femmes, il faut que les femmes soient aussi bénéficiaires de cette manne financière de la région. Alors, on sait également que dans cette région-là, ce n'est pas seulement l'anacad qui est produit, il y a une activité, une grande activité qui vraiment fait la fierté de la région du Hambol. On a la poterie avec les femmes Mangro, hein, avec aussi le centre céramique de Katiola. Alors, y a-t-il une politique de promotion de cette façon de travailler l'argile dans la région pour permettre aux femmes de pouvoir s'autosuffire? Oui, j'avoue que cette forte production de la poterie, qui est d'ailleurs une poterie faite de façon traditionnellement par les femmes Mangoro et leurs filles, je dirais, c'est de mère en fille. Hein. C'est bien fait, hein, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. J'ai eu moi-même l'opportunité d'être consultante dans le cadre d'une coopération italienne et j'avais en charge justement d'inventorier des projets des femmes autonomes.
rendre les femmes autonomes. Et ce programme, on appelait Suite de Bamako, les femmes protagonistes, c'est-à-dire les femmes en premier plan. Et nous avons effectivement écrit ce projet. J'avoue que nous, en relevant les risques, nous nous sommes heurtés à certains risques écologiques. Parce que nous nous sommes dit, est-ce que d'année en année, on va continuer à extraire l'argile? Est-ce que d'année en année, les villes ou les villages environnants ne vont pas être lotis, ne vont pas s'étendre sur certains périmètres? S'il arrivait, enfin ce qui est normal, à le faire, où on aurait cherché la matière première, ce serait encore de kilomètre en kilomètre. Donc tout en voulant rendre la femme potière autonome, on posait d'autres problèmes pour son développement personnel. C'était un des risques d'ailleurs qui a dû nous faire stopper un tant soit peu afin de trouver des solutions. Mais aujourd'hui encore, je pense que, étant entendu que nous avons des départements ministériels qui s'occupent du développement rural, du développement durable, de l'environnement, du développement durable et surtout des eaux et forêts. Donc il peut y avoir toute une synergie entre ces différents ministères et cette production potière. Et il y avait aussi la problématique de marketing autour de ces poteries. Comment faire pour que ces femmes puissent acheminer leurs produits finis vers d'autres zones de vente, étant entendu que le chemin de fer à cette époque-là battait de l'aile et que pour la plupart les femmes ne sont pas malheureusement propriétaires de véhicules, parce que très souvent lorsqu'elles ont besoin d'un véhicule pour transporter leurs produits finis, les transporteurs préfèrent aller dans les zones plus prospères, le café cacao, que de venir prêter leur véhicule pour transporter une poterie. Bref, donc c'est tout un ensemble de problèmes qui doivent être résolus. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un secrétariat d'État chargé à l'autonomisation de la femme. Je crois que c'est des choses qu'il faille regarder entre les lignes et apporter vraiment un partenariat très fort entre le centre céramique et cette production de poterie traditionnelle. D'accord. Alors, Neboulman Lotouri, vous qui êtes de la région, c'est vrai que vous avez dirigé une mutuelle, vous avez peut-être travaillé dans un certain cadre. Est-ce que vous avez pensé à la question de la poterie traditionnelle avec les femmes mangoro? Pas véritablement. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la région du Hambol, le pays Tagbana et Djimni est essentiellement paysans. Et ce sont les Mangoro qui font la poterie. Voilà. Et comme le soulignait le professeur, la fabrication est essentiellement artisanale. Voilà, c'est un des gros soucis. C'est vrai que ce sont des objets d'art, des bijoux, des trésors qui sont produits, mais la fabrication est essentiellement artisanale. Même si la fabrication est essentiellement artisanale, mais c'est vraiment, comme vous l'avez dit, ce sont de véritables bijoux. Voilà, ce sont des jarres qui sont produits, ce sont des, je vais dire, des bijoux, des vases, des cuvettes, des canaries, et tout cela, c'est vraiment très intéressant à voir. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être au niveau des cadres une politique de pouvoir promouvoir cette façon de faire traditionnelle là, au-delà des frontières du Hambol? C'est la question. Oui, j'écoutais aujourd'hui, excusez-moi, maître, j'écoutais encore dans le cadre je dirais, des reportages sur la région, une dame, je crois qu'elle est ingénieure agronome, expliquait qu'elle serait fière de voir la région du Hambol, c'est-à-dire la fabrication de ces pots, mentionnée sur les écriteaux de l'UNESCO pour en faire des objets d'art reconnus par l'UNESCO, pourquoi pas, et créer une maison de la femme potière d'une manière générale. Et je crois que ce sont des initiatives qui sont à louer. Tout à l'heure, nous parlions de transformation économique, nous parlions d'industrialisation, nous parlions même de partenariat entre ce centre céramique
est cette poterie. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez une génération, il y a tout un transfert générationnel entre les femmes d'un certain âge et les jeunes filles. Et les jeunes ont besoin... C'est une question de famille chez les Mongols. Les jeunes ont besoin de parfaire certaines techniques artisanales pour en faire vraiment des objets d'art vendus à l'échelon mondial, pourquoi pas. Et je crois qu'il faut réfléchir véritablement à un projet d'appui à l'autonomisation de la femme. Alors, dans l'une de vos réponses, vous avez été, je vais dire, vous avez fait un distinguo qui m'a frappé. Vous avez dit que la production de l'anacarde, mais l'agriculture est essentiellement faite par d'autres populations et que les mangroves font essentiellement de la poterie. Je veux savoir pourquoi cette distinction. Il faut replacer le débat dans son contexte. La poterie est faite par les femmes mangroves, voilà. D'une manière générale. Les pourquoi? hommes sont agriculteurs, sont commerçants, sont agriculteurs. D'une manière générale, ce sont les femmes qui font de la poterie. Et quand vous alliez au-delà même de Katiola, vous allez par exemple à Odjene, vous aviez aussi une communauté où il y a des agriculteurs, ou que ce sont les femmes qui font de la poterie. D'une manière générale, c'est les femmes qui font de la poterie. Pourquoi? C'est parce que c'est doux, c'est parce que c'est une activité féminine. C'est les ustensiles de cuisine. Voilà. Mais comme le dit l'art traditionnel, il faut de la finesse, de la douceur, de la patience. Tout ce qui est écuelle, tout ce qui est pot pour boire, c'est la femme. Voyez-vous, donner à boire, donner à manger. Et les ustensiles de cuisine font partie du patrimoine de la femme. Quand vous voyez tous ces peuples dont les femmes font de la poterie leur activité principale, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agricultrices parmi les femmes mondiales, mais leur activité principale, c'est de faire la poterie, de bâtir. Mais ça aussi, ça fait partie de la femme. Ça fait partie de la femme. De la tradition, de la gardienne de la tradition qui est la femme. Oui, ça c'est un élément assez important dans une de nos recherches. Cette activité était une sorte de renouvellement, de pacte avec les ancêtres. Est-ce que vous, vous adhérez à ce que dit professeur Diabaté? Oui, j'adhère, je souscris pleinement, mais je voudrais renchérir pour dire que la poterie, c'est un travail de patience, c'est un travail de détail. Les éléments, les éléments les plus petits ont de la valeur. Et seule la femme a le don de prendre en compte tous ces éléments. C'est la femme qui est beaucoup plus patiente, contrairement à l'homme qui est beaucoup plus impatient, qui est plus violent, plus fort, qui utilise la force pour ses activités. Voilà. Si vous mettez des hommes dans ce milieu-là, ils ne feront que casser les objets. Voilà. Parce que ils iront avec plus de force. Merci beaucoup pour cette réponse-là, qui nous ravit d'ailleurs, nous autres les femmes. Alors, l'effervescence gagne du terrain dans la région du Ombol. Vous savez, le président de la République entame aujourd'hui une visite d'État dans cette région. Alors, les populations ont hâte de recevoir donc, le président de la République. Elles sont donc reconnaissantes pour les travaux réalisés dans le cadre de cette visite d'État. Alors, on va suivre cet élément de Kader Sogodogo. Corridor sud de Niakara, le décor est planté. L'arc de triomphe symbolise la joie des populations de recevoir le premier des Ivoiriens. Alassane Ouattara, président de la République, sera en visite d'État dans le Ombol. Et cela suscite des émotions. Il y a longtemps que nous l'attendons et aujourd'hui c'est une joie que nous avons au cœur, une joie immense de savoir qu'il arrive aujourd'hui chez nous. Et donc vraiment, nous ne dormons plus. Nous sommes sur pied, nuit et jour, pour l'organisation, pour le recevoir. Tout le monde est motivé. La ville même a changé. Nous sommes prêts pour lui et on l'attend. Une visite aux allures de développement. La région bénéficie de travaux importants. Nous voulons remercier Madame la Première Dame qui a plusieurs fois mis à notre disposition des fonds du FAFSI et nos mamans en ont profité grandement. Le gouvernement viendra
avec les moyens de l'État qui sont 1 million de fois plus importants que les nôtres, et les jeunes profiteront de cette situation. Katiola a gagné le bitumage des routes. Vous voyez, les routes sont bitumées, les unes sont reprofilées. Tous les villages du département de Katiola sont électrifiés. On nous a même promis un CHR dont la pose de la première pierre aura lieu pendant la présence du chef de l'État ici. Katiola gagne gros. Et ça, c'est avant même que le chef de l'État n'arrive. Et quand il va venir alors? Niakara bénéficie autour des infrastructures routières. Nous avons la nationale A3 qui a été réhabilitée. Nous avons le reprofilage des voies. Par exemple, Tortilla, au chef-lieu de Niakara, qui a été reprofilé, le reprofilage de certains villages. Nous avons des quartiers qui ont été électrifiés. De Katiola à Niakara, en passant par Dabakala, la mobilisation bat son plein. Les rencontres se multiplient. Les élus sont également sur le terrain pour sonner cette mobilisation. Le président de la République sera chez lui à Niakara au sens propre du terme parce qu'il est également fils de Niakara. Pas fils adoptif, mais vrai fils de Niakara. Et nous sommes prêts à lui accorder cet accueil chaleureux, enthousiaste, à bras ouverts ici dans le département de Niakara, cœur du pays taouanan. Et nous donnons rendez-vous le mercredi 27 novembre 2019 à toute la population de la Côte d'Ivoire pour voir à quel point les populations sont mobilisées pour réserver un accueil délirant au chef de l'État. Tout démarre mercredi par un conseil des ministres. Que la fête commence. Le rendez-vous est donc tenu ce mercredi 27 novembre. Vous êtes donc à Katiola dans la région du Hombol, mais ici nous sommes sur le plateau, donc à Abidjan, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct sur RTI 1. Merci de nous suivre. Alassane Ouattara, le chef de l'État, est donc à Katiola pour une visite d'État de 4 jours. Donc restez avec nous pour suivre tout cela en direct. Alors, nous parlions tantôt de la mobilisation. Nous avons parlé un peu des activités économiques de la région et tout cela, de la mobilisation. Le président de la République est donc à Katiola. Alors, l'effervescence hier. Donc, Neboulman Touré, on attend de cette région-là beaucoup. Le président attend vraiment une grande mobilisation, que les populations donnent leurs attentes. Alors, vous qui êtes cadre de la région, vous avez déjà peut-être discuté avec les populations. Quelles sont leurs attentes pour cette visite d'État entamée aujourd'hui dans la région? Oui, la première attente, la toute première, c'était la réhabilitation de la voie internationale. Ça a été fait. Ça a été fait, voilà. Et là, nous nous en réjouissons et nous félicitons le chef de l'État parce que c'était vraiment un gros souci pour nous. Le tronçon de 55 km Katiola-Niakara, qu'on parcourt en temps normal en 20 minutes, dans le passé, on le faisait en 3 heures à peu près, 2 à 3 heures. Voilà. Pour ce qui est des attentes, il faut dire que nous avons des soucis de voirie, voilà, dans les localités. Voilà, il ne faut pas se focaliser sur la voie internationale. Il faut réhabiliter les voies dans les pistes, voilà, pour permettre aux populations de circuler aisément. Voilà. Nous avons aussi des problèmes d'adduction d'eau potable. Voilà. Dans les villages, il n'y a pratiquement pas de pompe. Voilà. Ou bien lorsqu'il y en a, c'est une seule pompe. Donc nous avons besoin de châteaux qui puissent servir beaucoup de localités. Voilà. Dans la région. Voilà. Alors, et voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi des constructions d'écoles. Nos écoles sont, nos salles de classe sont remplies. Voilà, il y a trop d'élèves dans les salles de classe. Il faut en construire davantage. D'autres établissements. Voilà, il y en a beaucoup. Dans tous les cas, il y a un livre blanc qui a été établi dans tous les départements. Oui, et ça on le voit. Voilà, ce livre blanc sera forcément remis au président de la République. Voilà, et voilà, on espère que nos doléances seront prises en compte. Voilà, et nous espérons que le président qui est appelé à d'autres solutions laissera des solutions chez nous. Alors, voilà. Professeur Téné Diabaté, pour cette région-là, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour sortir cette région de la léthargie? Léthargie, il faut un véritable transfert générationnel. Voyez-vous, lorsque vous prenez des sociétés qui ont été marquées par des personnalités, je ne dis pas que c'est souvent difficile pour les jeunes générations de s'aligner derrière une génération qui a brillé, une autre génération qui a brillé, mais c'est vraiment l'ensemble du corpus qui doit prendre à bras le corps le développement de la cité pour sortir la cité de la léthargie. Parce que l'union a toujours fait la force. Lorsque vous dites nous sommes A, nous sommes A à ce point, vous êtes B à ce point, C à ce point, même si vous avez des forces, ces forces ne sont pas motrices, ces forces ne peuvent pas se réunir ensemble et propulser vers le développement. Et je crois que c'est ce qu'il faut pour cette région. Et il faut que derrière des grands hommes qui ont existé dans certaines de nos régions, il y ait ce véritable transfert de ce partage de connaissances, ce partage de, je dirais, d'efforts. Parce que finalement, qu'on le dise ou non, l'effort, le travail font partie de nos valeurs socioculturelles. Il faut que ensemble, on puisse le faire. Voyez-vous, je le dis très souvent avec enthousiasme d'ailleurs, 17 ans après l'indépendance, le président Houphouët avait interpellé, nous étions encore très jeunes, interpellé ses ministres en leur disant qu'ils doivent être des exemples dans leur région. Ils doivent être des repères dans leur région. Chacun devait aller créer des plantations chez lui. Chacun devait bâtir des mutuelles de développement et en être les principaux animateurs. C'est ce qu'il faut. Je parle souvent du passé, mais c'est des passés qui ont laissé des résultats. Et ce n'est pas tard d'en parler. Il faut que les cadres se mettent ensemble pour construire la nation ivoirienne. Il le faut. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Restez toujours avec nous, Alassane Ouattara, le chef de l'État, est donc à Katiola, dans la région du Hambol, pour une visite de 4 jours, visite d'État que des observateurs qualifient de rendez-vous du développement pour la région du Hambol. Alors, demain jeudi, le chef de l'État sera à Niakara, l'un des 3 départements de la région du Hambol. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être venus sur ce plateau apporter vos éclairages sur cette visite. Alors, c'est la fin de cette tranche. Restez avec nous sur RTI 1. Vous aurez le journal de 13h avec Juliette Ouéa. Donc, restez toujours sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble.